Bon, moi je crois qu'on va pouvoir y aller pour cette nouvelle table ronde sur les dangers d'une métaphore politique qui est le corps social, avec un panel qui est à la fois très international aujourd'hui et très, très littéraire. Commencer peut-être par Valérie Mangin, qui dans une vie antérieure était chartiste, je crois, donc une spécialiste des textes anciens, qui maintenant travaille beaucoup sur le scénario de bande dessinée de science-fiction en particulier. À ses côtés, un philosophe des sciences, Vincent Montan, qui travaille au CEA, qui a beaucoup travaillé, je crois, sur Bachelard, qui est l'un de ceux qui ont participé au regain d'intérêt autour de Simondon également, donc des philosophes des sciences majeures du XXe siècle. Norman Spinrad, dont je ne suis pas sûr qu'il soit utile de le présenter aujourd'hui, l'auteur classique aujourd'hui américain de monuments de la science-fiction comme Rêve de fer, comme Jack Baron et l'éternité. Et puis donc Norman nous vient bien sûr des États-Unis, même s'il est au moins aussi parisien qu'américain aujourd'hui, ou presque. Et nous venons de Lausanne, Colin Palich, qui est mi-philosophe du social, mi-théoricien de la littérature, qui travaille sur ce genre de choses à l'Université de Lausanne. Je suis tenté de demander à Valérie de nous resituer les choses. C'est une très ancienne métaphore, effectivement, le corps social. Oui, le corps social, c'est une métaphore, c'est un peu un lieu commun depuis l'Antiquité. C'est apparu avec un apologue d'Ésope. Alors un apologue, c'est un court récit qui est censé divertir et donner un peu une morale en même temps. Ésope, donc, c'est un fabuliste qui a écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans son apologue, le corps, les membres et l'estomac, il décrit un peu des membres qui en ont assez de travailler, de bouger, de s'activer, pendant que l'estomac, lui, ne fait rien et ne sert à rien. Donc les membres en ont assez, ils ont décidé d'arrêter de travailler, d'arrêter de nourrir l'estomac. Et finalement, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte qu'ils dépérissent. Et à ce moment-là, l'estomac leur dit, vous voyez, finalement, je servais bien à quelque chose, on est tous solidaires, on travaille tous et on va tous dans le même sens, donc le corps, finalement, forme un ensemble. Et le corps social, c'est un peu un dérivé de cet apologue, au sens où chaque partie de la société forme un ensemble. Et c'est un peu ce dont a voulu parler le consul Menenius Agrippa en 493 avant Jésus-Christ, à Rome, quand les plébéiens, donc les classes populaires romaines de l'époque, se sont révoltés contre les patriciens. Faut dire qu'à cette époque-là, les plébéiens étaient couverts de dettes, ils n'avaient quasiment aucun droit civil ni politique, et ils avaient un peu l'impression, en plus ils faisaient la guerre pour les patriciens, donc ils avaient un peu l'impression que les riches et les puissants ne servaient à rien. Donc ils ont fait sécession, ils ont quitté Rome, ils sont partis sur l'Aventin, qui est actuellement une colline romaine, mais qui était encore extérieure à la ville à l'époque, et ils ont décidé de ne plus rien avoir à voir avec les autres. Et finalement, chacun de son côté aussi a commencé à dépérir. Et le consul est venu les voir en leur racontant l'apologue de l'estomac et des membres dont je vous ai parlé, pour leur expliquer que finalement tous les groupes sociaux étaient interdépendants les uns des autres, avaient besoin les uns des autres, et que chacun dans leur coin, ils finiraient par dépérir. Et finalement, il était très éloquent apparemment, il a réussi à ramener à la raison les plébéiens, et Rome a été unie à nouveau. Bon, Rome a surtout été unie à nouveau parce qu'à ce moment-là, les plébéiens ont obtenu des patriciens à la fois que leurs dettes soient remises et qu'on nomme des tribuns de la plèbe pour défendre leurs intérêts aussi. Je crois que la paix civile n'était rien sans ces importantes concessions. Mais le corps social est vraiment venu de ces idées-là, en fait. Que chaque groupe social représente un membre dans un corps qui est vraiment uni et solidaire. Vincent. Du coup, on réalise tout de suite, puisque le titre c'est les dangers d'une métaphore, que dès qu'on accepte la métaphore du corps, il y a un certain nombre de choses qui viennent avec. Donc, en effet, une solidarité et la présomption qu'il faut une harmonie sociale. Voilà. Donc, ça peut paraître de bon sens, mais en même temps, on peut se demander si ça ne cache pas qu'une société qui marche bien, c'est précisément une société où la conflictualité peut s'exprimer. Voilà, donc on a assisté plutôt ici au déguisement, on va dire, d'une résolution, d'une conflictualité, ce qui n'apparaît pas quand on parle du corps. Et puis deuxième chose, c'est un corps, c'est donc évidemment une division du travail, on voit bien la solidarité organique, toutes les choses qui peuvent venir à l'esprit, mais du coup on accepte aussi une hiérarchie sociale. Tout à fait, il y a même des auteurs qui ont tiré parti de ça, par exemple La Fontaine qui écrit
au XVIIe siècle. Alors La Fontaine, c'était quelqu'un qui a repris beaucoup les fables d'Ésope, mais justement en les remettant un peu au goût du jour. Et quand lui reprend l'apologue de l'estomac et des membres, c'est pour faire des membres, évidemment, les sujets français, et de l'estomac ou la tête, c'est-à-dire c'est ce qui représente les classes sociales les plus aisées. Lui, au lieu d'en faire une histoire intemporelle qui serait valable tout le temps, fait de cette tête, de cet estomac, la royauté française en fait. C'est-à-dire que le peuple français ne serait rien sans la royauté, et la royauté absolutiste de Louis XIV. Alors il faut dire qu'on arrive aussi après la Fronde, qui arrivait dans les années 1650, dans lequel les grands aristocrates français se sont révoltés contre la monarchie. Et quand il écrit sa fable, La Fontaine essaie vraiment, oui, de dire la révolte, ça ne sert à rien. La monarchie est absolument indispensable, la monarchie absolue, c'est absolument indispensable. Donc ne vous révoltez pas, faisons un seul corps tous ensemble. Mais là, évidemment, les idées d'Ésope, c'était que l'estomac et que les membres étaient sur un pied d'égalité, quasiment. L'idée de La Fontaine, évidemment, ça a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a bien ce qui était l'estomac qui devient la tête, en l'occurrence, il y a bien une tête d'un côté, totalement séparée du corps et totalement au-dessus. Donc là, c'est évidemment déjà une dérive du corps social à ce niveau-là, oui, qui arrive très rapidement. J'ai l'impression que c'est aussi beaucoup lié à une forme, un régime de gouvernementalité finalement. Quel type de gouvernement est-ce qu'on convoque au moment justement où on utilise cette métaphore? Parce que j'ai l'impression que l'idée de l'utilisation du langage en général peut-être et de cette métaphore-là en particulier vise certains effets. Il y a un corps social, donc on peut considérer que chaque individu ayant un corps, la société peut aussi être perçue comme étant un corps disons, commun, unitaire, total. Et comment est-ce que du coup on traite de ce corps-là? Et dans quelle mesure est-ce que ce corps social peut aussi être soit assujetti, soit émancipé? Donc je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a toute une théorie politique ou un régime de gouvernementalité, pour reprendre des termes un peu foucaldiens, qui va avec l'utilisation de cette métaphore. Well, I don't pretend to be an expert on this piece of French history, but what you're seeing now, certainly in America, and certainly in Europe, is the question of whether democracy itself can survive, not just metaphor, but modern social media. I mean, you know, here you have Macron, who has the temerity to say he wants to rule like Jupiter. I mean, Charles de Gaulle was not good enough for him. He had a rule like he wanted to be Jupiter. In the States, you have Donald Trump, who I just did a song about, but I will not attempt to sing that now unless well, it'll be out soon. It's called Donald Trump. It's really relevant. It's called Donald Trump, Agent of Satan. Now, that's a metaphor, or is it? I don't particularly believe in the devil, although it's easier to believe in the devil these days than it is to believe in God. But that's a metaphor that isn't a metaphor. A guy like Trump is sort of the opposite, say, of Macron. Trump rules, if that's the word, but it isn't really the word, for a whole bunch of metaphors, things that he really couldn't say up front. And you're seeing this all over Europe. You're seeing it of all things in places like the Netherlands and in Sweden and places like that. There's really, what is this stuff on the social media, but also on the so-called fake media, as Trump calls it? What is it but a kind of metaphor? When you pump that kind of metaphor through social media, you have a really, really dangerous problem to keep the body politic from being a dead body politic. And things don't look too good right now. We're going to have
an election in the States now, next week, and you see what's happened. Mass murders, violence and stuff like that. The positive idea of this kind of metaphor is breaking down. That's the danger of a metaphor. When a metaphor becomes literalized and becomes sold to the body politic, or here it says, politique locale sociale, social media. The metaphors that get pumped through there, well, we're saying what happens. You see in a place like, it astounds me that you're seeing it in a place like Finland, Netherlands, and you're seeing a very advanced part of it in the States. Macron, I think, in a kind of way, is a politician who sees himself as something like that. Sees himself as it's a democratic government, but he sees himself as what? As Jupiter. Now there's a metaphor. You know, it isn't good enough to be, again, it isn't good enough to be Charles de Gaulle even. No, he has to rule like that. And you're seeing that, what they call so-called popular politicians. But what the hell does that mean? Who wants to be unpopular? It doesn't mean anything anymore. So they say it's, well, it's pretty close to out-and-out fascism, or worse. So the danger of a metaphor, any metaphor, particularly that there is a politicien or something like that, that comes out of the good, the approved schools and stuff like that, and, polishes up the handle so carefully that now he is the ruler of the Queen's Navy. This is happening. And maybe it's better than the worst stuff, which is Donald Trump, the president of the Philippines, completely bugfuck. Where else? Hungary. Yeah, all over. Valérie? On peut peut-être se demander justement si ces dirigeants n'arrivent pas au pouvoir suite à une certaine dislocation du corps social, une atomisation de ces partis où finalement on n'est plus des membres solidaires, on est chacun dans son coin, parfois en réseau, parfois pas, et où on se heurte les uns aux autres plus qu'on crée des liens entre nous finalement. Et c'est un peu cette atomisation qui crée le mal-être chez beaucoup de gens et qui les pousse à élire des dirigeants effectivement de plus en plus radicaux comme ceux dont vous parliez, oui. Et d'une certaine manière, c'est au moment où cette métaphore devient de moins en moins pertinente pour décrire la société qu'elle devient aussi de plus en plus dangereuse. C'est-à-dire le risque de toutes les métaphores, parce que c'est dont il était question en fait, c'est en fait de réifier la politique. En américain, c'est plus political body que corps social chez eux. Et le fait est que on a le choix entre plein de métaphores pour penser la politique. On peut penser avec le corps, on pourrait penser avec la machine. Mais ça n'est pas beaucoup moins dangereux. Il n'y en a pas une très bonne. C'est-à-dire qu'avec le corps, vous êtes renvoyé sur justement une naturalisation des rapports sociaux, des rapports de force. Vous êtes aussi renvoyé vers éventuellement une certaine forme de conservatisme, c'est-à-dire la possibilité de penser la politique justement comme un processus de transformation et relativement encadré de façon conservatrice, même si on peut avoir des interprétations intelligentes, si vous voulez, du corps, de l'homéostasie du corps, mais
tout de même, ça laisse prise assez facilement. Et puis enfin, on a des résurgences de pensée qui sont, on va dire, de type religieux. Voilà. C'est-à-dire, le corps est aussi une frontière sacrée. Donc, il y a une possibilité de sublimer des arguments appuyés sur le corps de façon religieuse, voire violente, avec des teintes de fascisme, comme il en a été question. Toutes ces choses peuvent être instillées à travers l'usage de cette métaphore, au moment même où, en effet, on aurait tendance à dire, d'un point de vue du constat objectif, que la métaphore du corps social est en train de se déliter sur ses bases. You know, these people are not conservatives. No. There's a word that doesn't get used here very much, and that doesn't get used in the state very much, and that is reactionary. They're worse. A conservative, by definition of the word, is someone who thinks things are pretty good now and they want to preserve it. A liberal, in the American sense, which is totally different from in the European sense, wants to make things better, things that should be baby. And a reactionary wants to go back to some perfect system that never really existed. And of course, they want to be the king or whatever. I think there's something very bad about the non-use of the term reactionary. That people who are really reactionaries are being called conservatives. Real conservatives want nothing to do with reactionaries. This is what you're getting. I would say so that a guy like Macron is probably a conservative. He's not a reactionary exactly just because he wants to be Jupiter. I mean, you know, at least he doesn't. But somebody like Trump is totally reactionary. What's going on in Hungary, in places like that. Brazil as well. Le Pen's, both Le Pen's, in a more civilized way than some of these guys. So I think that's, you talk about the dangers of a metaphor, a politic metaphor, of a politic metaphor of you know, the body social and the ruling class, is very dangerous because it is anti-democratic, not necessarily in a structural way, but in a cultural way. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette ambivalence finalement quand on utilise la métaphore du corps social. Soit le corps peut justement nous libérer, être considéré, disons, le social comme un corps unitaire, peut aboutir à, pour ne pas utiliser le mot, mais disons une révolution, en tout cas un renouvellement de notre manière de nous comporter vis-à-vis d'autrui, un renouvellement de notre structure politique, ou au contraire peut être l'objet d'un repli. Typiquement, peut être l'objet peut être un outil pour le populisme de Trump ou le populisme d'autres systèmes politiques. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer le corps social ou cette métaphore du corps social comme un outil de représentation qui ensuite doit être activé de différentes manières, activé soit en vue d'une émancipation, soit en vue d'un repli. Et donc ce serait finalement une sorte de, comme la chair en fait, une matière qui nécessiterait d'être, disons, de se sculpter, voilà, que le corps social nécessite d'être sculpté d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est vrai que j'ai vu des éditorialistes, on va dire, réactionnaires, pour reprendre le terme de M. Spinrad, comparer la frontière à la peau de ce corps social. Et évidemment, dans ce cas-là, on pense à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec cette caravane de migrants qui se dirigent vers eux, ou ce qui se passe en Hongrie où on refoule absolument tout le monde à la frontière, enfin tous les migrants à la frontière. C'est vraiment l'idée que rien ne doit pénétrer cette peau du corps social, en fait. Que la peau doit vraiment être une barrière et qu'il est absolument impensable de laisser pénétrer des choses dessous. Et là, on se sert un peu de cette métaphore un peu en abusant, puisqu'évidemment, personne n'a envie que
que des choses, sous-entendues des parasites, je pense même dans leur pensée, pénètrent sous la peau. Et là, c'est vraiment une utilisation très perverse en fait, de cette métaphore du corps social. Mais c'est vrai qu'on peut lui donner des sens extrêmement positifs par ailleurs. Je pense qu'on peut pousser le bouchon encore un peu plus loin. Il y avait une bande dessinée, vous la connaissez peut-être, de Frank Miller et Gibbons, qui s'appelait Give Me Liberty. Et dans le tome 1, il y a un personnage qui s'appelle le General Surgeon. Et c'est réellement un militaire, en fait, ce chirurgien. Et à un moment donné, il propose, comme c'est normal, si c'est un corps, il y a quelque chose de normal, il y a des choses qui sont pathologiques, il utilise des lasers qui sont pour opérer, pour faire des frappes chirurgicales, au sens de la métaphore la plus simple. C'est-à-dire qu'il frappe les endroits où il y a des quartiers avec des gens déviants, des homosexuels, des gauchistes, des choses comme ça, et il nettoie le corps social par laser, il fait de la chirurgie sur le corps social. Donc on peut aller évidemment vers des choses qui sont tout à fait propres au fascisme. Disons, la révolution peut être une révolution réactionnaire. C'est les années 30. Et il se trouve que ces idéologies-là, en général, établissent un lien avec le corps. Dans l'un de vos romans, qui était Rêve de fer, précisément, vous aviez montré comment des romans d'heroic fantasy fondés où il y avait un culte du corps, pouvaient être un véhicule idéologique extrêmement dangereux. Voilà. Bien évidemment, on peut utiliser l'heroic fantasy pour faire tout à fait autre chose. Il y a l'œuvre d'Ursula Le Guin aussi, on peut éduquer les gens à travers ça. Mais il y a cette possibilité, en effet, de prendre le véhicule de la métaphore du corps pour pratiquer des opérations extrêmement violentes et pas du tout dans le respect justement de ce corps à émanciper ou à comprendre ou à accompagner dans sa métamorphose. C'est bien ça la difficulté. Moi, j'ai l'impression en plus que l'époque à laquelle on vit pose aussi d'autres questions qui sont justement, pour rebondir sur ce que disait Valérie, la question de la frontière de ce corps social. Est-ce que le corps social, c'est uniquement les humains ? Est-ce que c'est uniquement nous ? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait étendre cette conception du corps aux animaux, par exemple, à l'environnement, etc. Je pense à ce très très beau livre de Lovelock qui s'appelle La Terre est un être vivant. Qui du coup est assez intéressant, c'est que Lovelock était au départ quelqu'un qui recherchait de la vie sur les autres planètes. Il avait été engagé par la NASA pour chercher de la vie sur les autres planètes et il s'est dit mais finalement la vie qu'on a sur notre planète est suffisamment intéressante pour mériter qu'on s'y arrête et qu'on approfondisse cette question-là. Dans quelle mesure est-ce que le corps social doit aujourd'hui, avec l'anthropocène, avec les questions climatiques, rester circonscrite à l'humanité ou à l'être humain, au corps de l'humain, ou est-ce qu'au contraire il faudrait, alors dans un but homéostasique, quasiment au sens de Simondon, essayer de penser aussi l'équilibre qu'on établit ou l'impact qu'on a sur l'environnement et sur d'autres espèces vivantes qui ferait du coup partie aussi d'une sorte de grand corps social. Alors c'est pour ça qu'on pourrait presque parler plutôt de communauté finalement que de corps social. Est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il faut utiliser une autre métaphore ? Est-ce que la métaphore du corps social est encore pertinente aujourd'hui pour penser les enjeux contemporains ? C'est une bonne question. C'est-à-dire, est-ce que le corps social doit être composé d'éléments tous identiques ? En fait, est-ce que la force de la solidarité du corps social s'exercerait parce que finalement on est tous pareils, on est tous humains en l'occurrence, ou est-ce qu'on peut imaginer un corps qui serait solidaire par complémentarité de ces parties en fait ? Il y aurait effectivement les humains d'un côté, les animaux, les plantes, les extraterrestres, je ne sais pas, par exemple. Est-ce que finalement, ce ne serait pas une vision plus dynamique, oui, du corps social qui l'obligerait à évoluer, à se remettre en question, à grandir, sans grandir trop, parce que là, ce serait à nouveau dangereux, mais... Il y a une question aussi qui est des équilibres à l'intérieur du corps. Donc, c'est posé avec Machiavel sur la question des équilibres entre les humeurs, l'humeur populaire, l'humeur des grands qui veulent dominer, des choses comme ça. Et même parmi les penseurs qu'on peut penser les plus rigides, il y a quelque chose de ce type qui peut quand même être une régulation. Si on regarde la métaphore du corps politique la plus connue, c'est probablement le Léviathan de Thomas Hobbes. Dans Thomas Hobbes, à un moment donné, la métaphore le guide à formuler une hypothèse qui est qu'il peut se trouver à un moment donné dans l'État un état de pleurésie. Et l'état de pleurésie, cet état où il y a trop, c'est quand effectivement il y a trop de liquidité, c'est-à-dire que les riches sont trop riches. Donc ils menacent le fonctionnement de l'État. Et à ce moment-là, ils demandent à faire une purge, comme on fait dans sa médecine. Donc à dire, il faut reprendre l'argent aux riches. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Thomas Hobbes est très peu
redouté en fait des libéraux. C'est quelqu'un qu'on enseigne peu. On aime bien Locke, mais on aime peu Hobbes parce que finalement, dans la volonté de maintenir ce régime que tu as décrit, qui est celui de la royauté absolue, en fait. C'est l'idéologue parfait pour Louis XIV, Hobbes et tout ça. Il y a un moment donné, oui, et puis faut éviter que le déséquilibre soit tel que les grands oppriment trop les puissants, les impuissants, les hommes du peuple. Donc il y a quand même dans ce corps cette idée de différenciation des organes, mais aussi cette idée que le pathologique, c'est un déséquilibre du rapport entre les organes. Well, I wrote a book a long time ago, which in English was called A World Between, and in France, the title was put up Le Grand Guerre de Bleu et de Rose, which I hated at the time. But now it makes sense, because that's what you're seeing in America with a vengeance. And that book is about the question of a democratic society. It really is a democratic society that is attacked, not attacked militarily, but attacked from two sides, from strong phallocrats and extreme feminists, and they have to maintain their democratic way of life without using the kind of thing that would turn them into what they were against. So I think that's the danger of this kind of thing. Le corps social, that's the question. Maybe something like that can work, depending on what the leadership is like, and depending on what the corps social is like. Are these people educated? Are they willing to accept losing democratic elections and not having everything they wanted so that other people have what they want? And when you say the corps social, all you got to do is look at the United States. You have at least two of them. You have more than two of them now. But to have le corps social, you have to have, I think, a general agreement of a kind, a moral agreement with a body politic, to the point where there really is a body politic and not a bunch of tribes at each other's throats, which is what you're seeing in the States and what you're starting to see in Europe. Partly because of what happened in Syria, partly because, I don't know, that's the question. If you have a metaphor that is a good metaphor that both the people, le corps social, accepts on a general kind of way, but it has to have a kind of agreeable leadership that will not go beyond that will not violate the democratic spirit and laws of the people at large. Doesn't look too good right now. C'est vrai que la question finalement que vous posez très justement, c'est comment pense le corps social. C'est-à-dire, est-ce que le corps social pense comme une seule personne? Est-ce que le corps social doit penser? Est-ce que pour reprendre la métaphore antique, est-ce que chaque membre doit avoir sa propre pensée pour que l'ensemble fonctionne? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il y ait un cœur, si on pense à toutes les théories de Platon sur la répartition de l'âme, etc. Dans quelle mesure est-ce que cette répartition doit penser différemment pour que l'ensemble fonctionne? Chacun ferait sa propre tâche? Ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une connexion fondamentale entre eux, et donc qu'il y ait, alors au niveau social, des institutions, par exemple, qui assurent cette cohésion des différentes parties les unes avec les autres, et qui du coup maintiennent presque à un niveau supra-étatique, disons, qui maintiennent cette intelligence vers le bien. On vient à une question fondamentalement éthique ici. Quel est le bien du corps social et quel est le mal du corps social, pour ne pas dire la maladie et la santé? Oui, effectivement, il faut ça au moins pour garder le corps social en vie déjà. Oui, parce que si on poursuit la métaphore jusqu'au bout, le corps social peut mourir, effectivement.
comme je disais tout à l'heure, n'est plus qu'une série de particules élémentaires, comme disait Houellebecq, c'est-à-dire où chacun ne sent plus le membre d'une communauté, d'une société, mais vit chacun dans son coin, parfois en réseau, parfois pas, et où vraiment les liens de solidarité sont complètement distendus, voire disparaissent, où une partie du corps social peut en rejeter une autre. Le cas extrême, évidemment, je pense aux nazis et aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, où une partie du corps social en extermine une autre. Bon, on n'est pas là aujourd'hui, mais effectivement, on voit ça à nouveau avec le rejet des migrants ou certaines parties de la population qui sont rejetées par d'autres. Ça, c'est vraiment un des grands dangers. Je pense effectivement, on rentre là dans l'éthique. Qu'est-ce qui est bien pour le corps social? Comment le maintenir en vie? Comment lui donner plus de force, plus de volonté unifié finalement, quoi. Dans son livre Le normal et le pathologique, Canguilhem montrait que ça fonctionnait dans les deux sens en fait, c'est-à-dire que la métaphore du corps social pose un problème épistémologique en fait pour penser le corps même biologique, je veux dire, le corps propre des individus, et un problème éthique pour penser la société. C'est-à-dire que ça fonctionne mal, ou en tout cas d'une façon non optimale dans les deux sens. Dans le fait qu'il y a une difficulté à penser correctement déjà ce que c'est que le normal et le pathologique pour l'individu vivant, pour l'individu biologique, du fait même qu'on introduit une représentation de la norme comme étant quelque chose de fixé, d'établi en fait sur le mode de ce qu'on imagine devoir être la loi sociale, alors que les normes des individus sont plutôt liées à ce qu'il appelle la normativité, c'est-à-dire leur capacité à se développer, à se donner des objectifs, des exigences, éventuellement de faire des excès ou d'être malade et donc en récupération par rapport à un environnement donné et à un moment donné de leur existence. Et à l'inverse, quand on repart dans l'autre sens, quand on pense la société en termes justement de normativité et de corps social, on trouve ce problème éthique qui est de penser quel va être l'étalon de la bonne évolution. Quel va être l'étalon, parce que le corps finalement, on peut avoir une idée intelligente du corps, mais on peut aussi en avoir une idée fruste, et donc on aura du mal à penser d'abord le primat des relations, on aura tendance à réifier les phénomènes, et la deuxième chose, c'est qu'on aura du mal à penser leur évolution, c'est-à-dire le fait qu'en fait, c'est peut-être un système en transition de phase, avec différents fonctionnements suivant ses échelles, ou des choses comme ça, et ça, évidemment, si on creuse de façon plus intelligente, je dirais, le corps, la métaphore de départ, on peut peut-être avoir quelque chose aussi de plus intelligent d'un point de vue éthique. Mais les risques sont dans ce double mouvement, voilà, de désajustement. Et peut-être pour cet effet de miroir finalement, cet effet de renvoi un peu de ping-pong qu'il doit y avoir entre le corps de l'individu ou l'individu comme corps et le corps collectif, le corps social, peut à mon avis passer, enfin ça c'est un peu une conviction et c'est pas pour rien si on est aussi ici dans un festival de science-fiction, peut passer par la littérature. La littérature peut nous permettre justement de nous dire, ah oui tiens, de prendre cette distance, cette distanciation, ce cognitive estrangement, cette capacité de se rendre étranger à soi à travers un récit, pour se dire tiens, qu'est-ce qui se passerait, c'est ce que font un peu les utopies, c'est pas pour rien si l'utopie de Thomas More arrive aussi au XVIe siècle et promeut l'absence de propriété privée, et propose l'absence de propriété privée. Comment est-ce qu'une société réagirait si on se trouvait sur un astéroïde de Saturne, par exemple, je prends l'exemple de la zone du dehors d'Alain Damasio, si on se trouve sur un astéroïde de Saturne et si tout d'un coup, nous sommes tous liés, nous sommes tous orchestrés par un grand ordinateur qui s'appelle le clastre et qui change nos prénoms en fonction de notre répartition sociale. Et lorsque notre prénom change, nous avons droit à différents privilèges, différents endroits. Et donc on doit tous travailler pour travailler une sorte de performativité globale du corps social pour l'amélioration, soi-disant évidemment, l'amélioration de chaque individu. Idem pour un autre roman que j'aime beaucoup, qui est un roman de François Rouillet qui s'appelle Métakine, dans lequel chaque individu est amené à prendre un médicament qui le rend ultra performant. Et du coup, on en vient à une société dans laquelle tout le monde peut constamment voir toutes les possibilités et choisir la meilleure possibilité en fonction de la situation, de ce qu'il ou elle pourrait faire, pour être le plus efficace possible. Et donc, on en vient à une société ultra performante, complètement transformée par ce médicament, par quelque chose qui touche directement le corps. Donc, on a ces expériences de pensée, finalement, qu'offre la science-fiction et qui nous permettent peut-être de nous représenter et de nous représenter la mutation, la métamorphose d'un corps social. Je suis d'accord,
il y aura une table ronde sur les cyborgs samedi. Et donc je pense en fait que c'est en train de dire il y a en effet un déblocage de l'imaginaire du corps à partir du moment où on s'autorise des chimères. Et donc du moment qu'on a les chimères et qu'on perd le cadre justement naturaliste et de la référence au corps, on peut, à ses risques et périls, il y aura de nouveau des dangers, voilà, permettre aussi d'avoir des concepts sociaux plus inventifs en effet que le simple conservatisme ou même la réaction dont on parlait. Tout à fait. On voit ça actuellement dans tous les travaux autour du genre, du féminin et du masculin. C'est-à-dire que ce qui est donné, on considère que le féminin et le masculin sont des données sociales, sont des constructions sociales, et donc peuvent être remises en question et aussi qu'on peut jouer avec elles. Et on le voit, on n'a plus forcément de nos jours à choisir être strictement un homme ou strictement une femme. On sait qu'il peut y avoir beaucoup d'états intermédiaires, beaucoup de genres intermédiaires. Et c'est tout un jeu qu'on peut avoir là-dessus et qu'on peut remettre en cause directement. Et ne serait-ce qu'à regarder cette affiche incroyable qu'on a sous les yeux depuis un petit moment, hein, qui est cette expression-là, qui est vraiment, on a un membre qui est plutôt un membre bodybuildé humain à droite, et puis un membre atrophié mais mécanique à l'inverse, à gauche et à droite, et puis ce personnage qui pourrait tout à fait être un personnage transgenre, un personnage à cheval, en charnière, disons, entre les genres, qui nous regarde et qui nous pose à quelque part la question, en façon de la Joconde, hein, il y a un peu ce côté-là, qui nous pose en quelque sorte la question, voilà, qu'est-ce que je suis moi en me désignant, et de facto, qu'est-ce que vous êtes aussi est-ce que nous ne sommes pas tous, là on parle de cyborgs, mais est-ce qu'on n'est pas tous justement des hybrides finalement, ou des chimères, ou des cyborgs? J'avoue que le mot cyborg me fait un peu peur, parce que je pense immédiatement aux Borg dans Star Trek, et qui ont une vision du corps social très particulière, puisque chez les Borg, en fait, il n'y a pas des individus au sens où on l'entend nous, mais simplement des drones, c'est-à-dire ils sont des humanoïdes totalement interchangeables, qui remplissent chacun une fonction dans leur vaisseau, mais quand il y en a un qui meurt, c'est pas très grave, parce qu'un autre le remplace immédiatement, et finalement, ils n'ont aucune existence propre, ce sont, je veux dire, presque des zombies, mais j'exagère. Il y a seule la reine Borg, en fait, qui est à leur tête, qui décide de tout, qui a une individualité, une personnalité. Aucun des autres n'existe quasiment, ils sont vraiment tous identiques. Et si c'est ça la vision du corps social promis par les cyborgs, c'est quand même assez effrayant. Ouais, mais c'est très triste, parce que je pense que je serais amené à le répéter une autre fois, mais cyborg, c'est la contradiction de cybernétique et d'organisme, on est d'accord. Et la cybernétique de Norbert Wiener était faite pour empêcher ça. Vraiment, quand on lit Cybernétique et Société, il écrit que toute son entreprise est de nous faire comprendre que, justement, dans le corps social, il n'y a pas que des corps humains, ni des corps vivants, il y a aussi des machines, que nous faisons système avec eux, et que si nous ne voulons pas que la dérive du système nous entraîne à une société de, justement, c'est la fourmilière qui prend comme exemple, où voilà, il faut mettre en place des systèmes de régulation qui n'apparaîtront jamais tout seuls. La cybernétique ne croit pas à l'autorégulation, ne croit pas au marché, par définition. Elle croit que le marché fait toujours des emballements et des effondrements. C'est condamné à dériver et à se planter. Et donc, il faut construire cet étage-là, sinon on ne peut pas reprendre contrôle. Mais si on le fait, c'est précisément pour échapper à ça. Tout le projet de la cybernétique était de maintenir notre caractère humain dans une société que nous partageons avec des machines. Donc pas vraiment incorporer, comme le cyborg le propose, la technique à l'intérieur de nous, mais permettre une relation humaine à la technique. Du coup, c'est vraiment triste ce qui est arrivé au symbole de la cybernétique. C'est intéressant parce que dans ce film de Star Trek, ton premier contact, je crois, c'est celui-là. La seule chose finalement que peuvent faire les Borg, c'est-à-dire les ersatz, si on veut, de cette reine qui par ailleurs est, je crois, l'une des anciennes amoureuses du capitaine Picard. Enfin, cette espèce de il y a une histoire humaine derrière ça aussi. Exactement. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'adapter. Il y a cette phrase incroyable où les héros de Star Trek sont poursuivis par une bande de Borg et du coup leur tirent dessus, et normalement leurs lasers sont censés être efficaces et les détruire, mais ça ne marche pas. Et la réplique, je crois que c'est Spock qui dit ça, qui dit « ils se sont adaptés ». Non, c'est Monsieur Data qui est le robot. Ils se sont adaptés. Donc finalement, c'est il y a une sorte de capacité d'absorption comme ça, d'absorption du différent ou de la nuance qui sont absolument contraires, disons, à l'évolution, comment dire, diversifiée, voilà, du corps social.
Oui, mais du coup, on s'est laissé un peu emporter parce que je dirais ça, c'est le risque de l'autre métaphore traditionnelle du politique, c'est la métaphore de la machine. Et donc, en effet, la machine, une fois qu'on part dans la représentation de la société ou du politique sous forme de machine, on part aussi très souvent avec des risques de ce que Simondon appellerait une hypertélie, c'est-à-dire une suradaptation aux exigences de la situation. Voilà. Et donc, au moins, s'il faut y reconnaître un mérite, c'est que le corps présente cette idée de naturalité qui doit nous donner, et qui est perdue quand même dans le cyborg, il faut aussi voir ce qui est gagné, mais ce qui est perdu, c'est cette possibilité de protester contre des dénaturations. Il y a une charge naturelle, on reviendrait plutôt vers le rousseauisme, dire on n'a pas le droit de faire n'importe quoi à un corps social. Et cette idée-là, elle est aussi intéressante à conserver. Donc il y a vraiment les ambivalences de ce que c'est. Une métaphore, en gros, n'a jamais une seule valeur. Elle est toujours profondément ambivalente. Look, I don't believe that the best artificial intelligence that you could make is an artificial consciousness. There's a difference. There's something missing. And the Silicon Valley thing that we will all, I was once at a thing in Tokyo where a meeting like this, where a well-known scientist like that was, coming down on me as somebody like, going out into space and all that stuff. And he said, well, actually, the correct thing is we all download our consciousness into a machine, and then we can live forever and go out on that. That kind of thought, absolutism, is never going to work as a political thing. The great American comedian Lenny Bruce once said, if you want to understand what one world government would be like, think of it as the post office forever. That is a metaphor, and the danger of that metaphor, especially with the technology of today, the danger of that metaphor, the huge danger, is that intelligence is not a consciousness per se. And you cannot satisfy le corps social, human consciousnesses, by rule of a logical, this goes all the way back to Plato, and he was wrong about it too. That doesn't work, nor should it. We're living in a way, in this era, when almost everything is a metaphor. Almost everything is a metaphor, at least certainly political. And what the idealistic rulers, such as they are, even if they are idealistic, are doing, is they don't see that their great intelligence is necessarily a consciousness that is going to satisfy human spirits. It's not. It never has. Sooner or later, there's a revolution, or sooner or later, the thing falls apart. We see. That's why that's why I think we're in a very, very dangerous period in the future history of our species itself. This kind of stuff can't work. There are a lot of reasons why it can't work. The biggest reason is that in the end, most of the corps, plural, social, don't want it to work. Don't want it to work. That's why, in a way, that Macron
who I think is, not such a bad guy, is getting less and less and less popular since he decided he wanted to be Jupiter. Well, nobody wanted Jupiter. Whatever you can say about de Gaulle, a complicated person, during the 68, was it 67? 68, he said, I'll submit myself to a referendum even though it isn't necessarily required, and if I lose, I'll leave. He lost, he left. Well, I think that the leadership is seldom really that much better than the corps social, and the corps social is not that much better than the leadership. There's a saying about democracy. The government you elect is a government you deserve. You did it. You got fooled into doing it maybe, but you did it. And this is not what we're seeing now. We're seeing rulership and whatever it is being sold like soap, or being sold more like toilet paper. It's not as bad yet in France, but it's getting there in a lot of other countries. The States is the worst example, and what just happened in Brazil is unbelievable. That a guy who wants to bring back the military dictatorship and he wins an election. So whose fault is that? Je crois que c'est sur cette question assez fascinante que je vais non pas interrompre cette résonance que je trouve fascinante entre vous quatre, mais je voudrais garder un petit peu de temps pour donner la parole à la salle et voir s'il y a des questions particulières. Par exemple. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui. La dame à écrire. Puisque le corps social a quelque chose de finalement très définitif et limité, est-ce qu'on ne pourrait pas passer plutôt à un écosystème social qui laisserait plus de liberté et qui serait moins restrictif? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. D'abord, ça mettrait en avant l'aspect relationnel et dynamique du système. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'une des questions qui se posent aussi par rapport à ça, c'est parce qu'en disant corps social et en incluant l'éco, le côté, parce que l'étymologie de éco, c'est oikos, hein, c'est le lieu commun, le lieu qu'on habite tous et qu'on doit gérer du coup tous en même temps, et dont on est quelque part tous responsables aussi. Ça nous oblige justement à développer, à élaborer, à créer des nouvelles manières d'être ensemble, et du coup finalement des nouvelles formes de politique. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait que finalement la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui dirige le corps social, qu'est-ce qui nous guide à travers ça? Est-ce que c'est justement la volonté de se séparer, de se distinguer les uns des autres, ou au contraire est-ce que c'est une volonté, et là ça serait assez paradoxal, c'est que le good leadership, hein, le bon leader serait la personne qui écoute le mieux, qui parvient à être le plus à l'écoute du corps social et donc à étendre le plus les possibilités d'interaction. Après, je pense que l'idée de l'écosystème social est intéressante, mais du coup nécessite une collaboration active entre différents spécialistes. C'est d'autant mieux, de manière interdisciplinaire, entre les scientifiques, les botanistes, les biologistes, etc., et les politologues, les sociologues, etc. aussi. Sur le biomimétisme, je trouve que c'est vraiment le sujet, en fait, quand je vous entends parler de corps social, je suis là, par rapport à ce que vous disiez, parce que l'écosystème, finalement, c'est regarder du côté de la nature, qui est la technologie la plus ancienne au monde et qui est extrêmement résiliente, et c'est aussi parce qu'elle est organisée en écosystème, et ça répond à tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est pas des peaux, mais c'est des membranes, et donc ça passe. C'est pas un corps social avec une tête qui une fois qu'elle est coupée la tête, plus rien ne marche. C'est vraiment cette idée que tout
constituent ensemble et qu'on a tous intérêt à ce que l'écosystème vive. Et en fait, c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'effectivement, un organisme en bonne santé est un organisme qui vit et qui évolue, et surtout pas rigide et qui se figerait. Et quand on imagine que le corps social peut évoluer, on pense aux cyborgs. Et on ne pense pas de l'autre côté à se dire, à ce moment pas à revenir justement à la nature. Et ce qui est aussi super important, parce qu'en fait, ce corps social, c'est comme si on n'était pas interdépendant. Or, on est totalement interdépendant de la nature, des autres. On est juste un grand ensemble. Et ce qui est dommage, c'est qu'on entend rarement parler en fait de biomimétisme et de cette technologie fabuleuse, quoi. Parce qu'il y a effectivement il y aurait quelque chose d'extrêmement intéressant à chercher, parce qu'on parlait de renouvellement de la métaphore. Est-ce qu'il faut garder cette expression du corps social pour exprimer justement l'ensemble des enjeux qu'on a un peu abordés pendant cette table ronde, ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs, dans d'autres modèles que le corps, justement, des nouvelles métaphores, des nouvelles images? Et il y a ce livre très très beau qui s'appelle L'intelligence dans la nature, de Jérémy Narby, justement, qui parle de ça, qui essaie de se pencher sur la manière dont la nature, finalement, est intelligente et nous met au défi notre propre conception de l'intelligence et notre propre conception, pour le coup, de la socialité et de la politique. Alors deux réflexions peut-être en une. La première est-ce qu'en réalité, dans le problème du corps social, c'est pas que quand on pense corps social, on pense immédiatement à un corps humain? Et ça va reprendre ce qui vient d'être dit. Il faudrait peut-être penser d'autres types de corps. La deuxième, c'est que vous avez souligné les aspects positifs du corps en tant que métaphore, mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est un monde qui se veut libéral, dans lequel chaque individu est censé construire son propre destin, interagir uniquement avec les autres, où ce côté du corps qui est chacun à sa place est remis en cause par l'idée qu'il faut traverser la rue. Enfin, ce que je veux dire, c'est les pensées actuelles vont dans le domaine soit libéral, soit libertaire, dans des pensées qui ne sont plus des pensées organisées, hiérarchisées comme telles. Et on se retrouve avec cette difficulté que d'un côté, on voudrait nous faire croire qu'effectivement le monde peut se contenter d'être une somme d'individualités qui vont fonctionner indépendamment les uns des autres, ce qui est la négation du corps social. D'un autre côté, on nous met en regard un corps qui est un corps purement hiérarchisé et qui effectivement apparaît comme réactionnaire. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un autre type de corps? L'idée naturelle, ça pourrait être une colonie de polypes dans un corail, des cellules indépendantes qui sont sous-tendues par des flux et qui fonctionnent de façon latérale. Donc, renouveler la métaphore du corps social pour éviter les deux apories, la désincarnation sous forme de cellules uniques qui se contentent d'interagir avec le voisin, ou à l'inverse, qui peuvent être très très loin, ou à l'inverse, corps rigide par d'autres types de corps. Il faut repenser entièrement la société dans ce cas-là. Et je pense que la métaphore viendra naturellement avec les évolutions sociales. Il y avait c'est dans Les Dépossédés, Ursula Le Guin pose la question, elle invente quand même une sorte d'utopie, mais avec ses propres problèmes, qui est cette société anarchiste, dans laquelle on a réussi à supprimer quand même la verticalité. Et même à ce moment-là, elle fait remarquer qu'il y a des gens, il y a quand même un centre qui se recrée par rapport à la périphérie. C'est-à-dire les administrateurs sont au centre, et quand ils arrivent à jouer dans des failles du système et rester plusieurs fois à leur tour au centre, voilà, un rapport se crée quand même. Donc j'ai peur qu'il ne suffise pas de modifier la métaphore pour obtenir la clé de construction. Cela dit, pour en revenir, l'idée de l'écosystème et donc de l'interdépendance est une piste qui me semble intéressante. Et néanmoins, j'aurais à tempérer, je me dirais que ce qui était gagné par le cyborg, c'est-à-dire quand même la version inclusive, de ne pas considérer la technologie comme quelque chose de non naturel face à nous, mais de la réinsérer, même si ce n'est pas par ingestion, mais c'est par relation éthique aussi finalement avec ces créations très humaines que sont les machines, c'est quelque chose qui doit être retenu. Donc il y a un système très complexe pour lequel il n'y a pas de métaphore toute faite finalement pour penser. Peut-être trop. The real question is, ultimately, is how much government does a body politic really need?
Sometimes I call myself a conservative anarchist or something. But, that's the question. How much government do you really need to do what? There are many things it has to do. It has to have a police department. It has to build the roads, maybe, or maybe not. I have another, I have a saying, I always say, when you say something is an ism, I don't care what the ism is, you're wrong. Isms and isms, I don't care what they are. They're isms that put labels on something that's far more complex and that set people against each other. Communism, socialism, liberalism, whatever, they are inherently anti-democratic in the sense that they want to impose their great idea on everybody because they know it's the best, and it never works. In a song I'm writing, the song that's going to come out, there's a line about Trump which says, he knows nothing because he knows best. Well, anybody that thinks he knows best like that is, as one of the things saying here in describing it, is an asshole. You don't really want assholes like that running things. You need people who can lead from behind. This is the problem. This is my idea of what to do about it. What do you think? That's what an election should be about. That's what a democratic process should be about. Yeah, there's problems. We have to have some kind of government that deals with it. And the leadership of this government, whatever they are, has to present the solutions to the people and ask them, what do you want? What do you want? I know what I want. I want to be Jupiter. Well, on a encore le temps d'une question très rapide. Allô? Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le mot métaphore. Quand on écrit, on sait qu'il faut se méfier des métaphores. Il ne faut pas se laisser embarquer. C'est un procédé littéraire qui permet au tenté de faire passer un certain nombre de choses sans avoir besoin, justement, c'est ça l'économie, on n'a pas besoin de démonstration. La métaphore, c'est à peu près, c'est l'équivalent d'une photo ou des statistiques. Quand j'étais étudiant ingénieur, je me souviens, ça m'avait choqué, Shakespeare qui disait, il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Bon, maintenant, effectivement, c'est pas faux. On sait très bien que les photos, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut. On s'en est pas privé. Et les métaphores, c'est exactement pareil. Donc c'est un outil littéraire, mais qu'on ne doit absolument pas utiliser dans d'autres domaines. Parce qu'on on veut absolument les approfondir, on veut se couler dedans. La preuve, on a tourné en rond là pendant 1 heure, et on voit qu'au final, il vaut mieux pas utiliser des métaphores, il vaut mieux se confronter directement à la réalité. Parce que les métaphores... il faudrait arriver à votre question très rapidement. Eh ben, la question, c'est les dangers d'une métaphore, c'est précisément d'utiliser la métaphore. Alors, que proposez-vous? Parce que vous avez tourné autour de l'idée de c'est dangereux, il faudrait la changer, etc. Et moi, je vous dis, non, c'est la métaphore elle-même qui n'est pas bonne. Alors, je crains que ce soit une question beaucoup trop vaste, sauf si vous arrivez à répondre en 3 mots. Pour être très rapide, on n'a pas le choix. On nous la propose. À titre personnel, on ne l'aurait peut-être pas utilisée, mais il se trouve qu'elle est très utilisée, c'est un fait. Et donc, on doit essayer de la comprendre et justement d'en voir les dangers. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas dire non, ça n'existe pas. Bah, si, ça existe. Well, maybe a good way to close this is with something that Winston Churchill said. He said, democracy
It's the worst of all political systems, accepting all the others. Je crois que c'est le parfait mot de la fin. Merci à tous, merci à nos participants et bonne fin de festival à tout le monde.